Le coup de marteau. Le coup de marteau de Rémi Tel qui est avec nous en direct en plateau. Bonjour Rémi. Bonjour Clément. Et merci. Vous retrouver. Moi aussi, toujours très heureuse de vous avoir avec nous. Vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste et auteur de cette traduction du manifeste de Ted Kaczynski, La société industrielle et son avenir, aux éditions du Verbeo. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sujet grave, l'avant-projet de loi fin de vie. C'est Le Figaro qui est parvenu à mettre la main sur une version du projet de loi de fin de vie. Et son contenu, écrivez-vous, Rémi, laisse sans voix. Oui, Clémence, malheureusement, chaque jour son scandale, n'est-ce pas ? Mais oui. Là, on se demande vraiment si on n'a pas enfin touché le fond, puisque l'inimaginable s'est produit avec cet avant-projet de loi fin de vie. Alors rappelez-vous, on en avait déjà parlé sur vos antennes, le gouvernement a lancé il y a un peu plus d'un an une consultation citoyenne, une convention citoyenne sur la fin de vie, avec pour objectif d'aboutir sur un projet de loi. Et donc une version de travail de ce projet de loi a été consultée par Le Figaro. Et voici donc ce que prépare le gouvernement, alors que chaque année, 200 000 Français, rappelons-le, restent privés d'accès aux soins palliatifs et que l'hôpital public se trouve dans un état de paupérisation digne du tiers-monde. 3 choses. Premièrement, la légalisation du suicide assisté, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'auto-injecter un produit mortel ou de recevoir ce produit mortel par un proche, considérant d'ailleurs que les proches seraient par définition bienveillants. Or, la pratique hospitalière du soin démontre que ce n'est pas toujours le cas. Légalisation donc du suicide assisté en France. Une exception d'euthanasie, c'est-à-dire la réalisation de ce geste par un médecin et non pas par le patient lui-même ou par un proche, en cas d'incapacité du malade, en fait, à s'auto-injecter la substance létale. Enfin, le tout remboursé par la sécurité sociale, c'est peut-être la seule bonne nouvelle du texte. Non. Alors vous connaissez l'adage, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et bien sûr, ça doit quand même susciter notre inquiétude à l'heure où les reportages se multiplient sur des patients atteints de cancer qui n'ont plus les moyens, par exemple, de se payer les médicaments pour guérir. Oui, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que la sécurité sociale n'accompagne pas les personnes malades, enfin dans la plupart des cas. Ou mal, mais par contre elle accompagne très bien les personnes qui décideraient de décéder plus vite pour ne pas avoir à avoir ces soins justement. Oui, donc vous voyez bien que compte tenu de l'approche comptable des politiques publiques, notamment en matière de santé, il s'agit là d'un choix délibéré et pas simplement d'une forme de hasard, mais de quelque chose qui est conscientisé par les pouvoirs publics, qui évidemment promettent des garde-fous, puisque dans ce pré-projet de loi fin de vie, l'euthanasie et le suicide assisté ne concerneraient que les personnes majeures, en capacité d'exprimer leur volonté, atteintes d'une maladie grave, incurables et qui engagent leur pronostic vital à court ou à moyen terme. On pourrait revenir sur tous ces aspects des choses, sur le choix est-il véritablement libre dans une société qui considère le souffrant, la personne en difficulté comme un poids, comme une charge finalement pour les autres et notamment pour ses proches. Je vous dirais simplement que dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, les garde-fous ont été levés les uns après les autres, avec une renégociation permanente suivant cette fameuse politique des petits pas. Par exemple, au Canada, les personnes handicapées ont été rendues éligibles à l'euthanasie depuis mai 2022. En mars 2024, toujours au Canada, il y aura une ouverture de l'euthanasie pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Et aux Pays-Bas, juste à côté de chez nous, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent désormais aujourd'hui avoir accès à l'euthanasie. Donc écoutez, les mutuelles et leurs idiots utiles, au premier rang desquels l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ont fait un beau travail. C'est vraiment un texte barbare, il n'y a pas d'autre mot que ce projet de loi, cet avant-projet de loi sur la fin de vie. Alors vous avez donc étudié et épluché ce texte et vous soulignez qu'il y a une disposition qui surprend particulièrement. C'est pour ça que là je veux vraiment que nos éditeurs soient très attentifs et qu'ils comprennent ce qui est en jeu. Il s'agit d'une notion apparemment nouvelle, présentée, appelée comme, attention, accrochez-vous chers auditeurs, secourisme à l'envers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le secourisme à l'envers ? Je vous cite l'avant-projet de loi fin de vie consulté par Le Figaro. Le professionnel de santé peut intervenir en cas d'incident lors de l'administration
sous-entendu du produit létal. La conduite à tenir figurera dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il s'agira d'un secourisme à l'envers, puisque l'intervention doit, dans ce cas, hâter le décès en limitant les souffrances. Je vous fais une traduction qui n'est pas de moi, mais de Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui s'oppose à l'euthanasie et au suicide assisté. Claire Fourcade nous dit, en gros, ce que nous demande le gouvernement, c'est d'achever le patient si l'euthanasie se passe mal ou si le décès intervient trop lentement. Ce sont des propos tenus sur RCF il y a quelques jours. Le syndicat national des professionnels infirmiers parle même, lui, de permis de tuer accordé à la fois aux médecins et aux infirmiers d'ailleurs. En gros, cette disposition répond à un problème de l'euthanasie et du suicide assisté, qui est que dans tous les pays où il y a une légalisation, on n'est jamais parvenu à se mettre d'accord sur une substance stable qui permette à coup sûr d'assurer une mort rapide et sans souffrance, alors que c'est l'objectif initial de l'euthanasie ou du suicide assisté. En Oregon, par exemple, 4 cocktails différents ont été utilisés en 8 ans et on estime que le taux de complication évolue entre 6 et 15%, c'est-à-dire d'euthanasie qui se passe mal, dans lesquelles le processus n'est pas suffisamment rapide et entraîne une agonie terrible. Encore une fois, les partisans du droit à mourir dans la dignité revendiquent l'euthanasie au nom de la fin de l'agonie. Et tout ça conduit à des situations parfois barbares. En Belgique, par exemple, la presse en a fait l'écho en septembre 2023, la presse la plus officielle, une patiente de 36 ans a été achevée à l'aide d'un coussin par des médecins suite à une euthanasie ratée. Suite à une euthanasie ratée. Et donc là, ce que nous dit en fait le gouvernement dans ce secourisme à l'envers, c'est d'établir un protocole qui permette, dans le cas d'une euthanasie ratée, aux médecins d'achever le patient. Voilà, donc nous en sommes. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on a peut-être enfin touché le fond. Oui. Alors, comment les différents acteurs du sujet ont-ils réagi en découvrant le contenu de ce projet de loi ? Alors, très mal. Il y a un boycott de la plupart des syndicats et d'organisations de soignants qui ont rédigé et publié un communiqué commun. Parmi ces sociétés, vous avez la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la Société française du cancer, la Société française de gériatrie et de gérontologie, beaucoup d'autres, le syndicat national professionnel infirmier. Enfin, ce sont des centaines de milliers de professionnels qui disent, c'est le titre de leur communiqué, qu'ils ne seront pas les prestataires de services du secourisme à l'envers, car ils sont là pour soigner, guérir ou, quand ce n'est plus possible, dans le cas de la fin de vie, accompagner, certainement pas pour achever les patients. Ils dénoncent une parodie de concertation. La ministre en charge du dossier, Agnès Firmin-Lebaudot, a beaucoup communiqué sur des réunions qu'elle organisait avec les uns et avec les autres. Ça fait depuis longtemps, vous l'aviez déjà souligné, cette parodie de consultation. Voilà. Mais aucune des lignes rouges établies par les professionnels qui ne sont pas là pour exprimer des opinions, mais pour témoigner tout simplement de leur expérience et de leurs compétences sur le sujet, toutes ces lignes rouges n'ont absolument pas été entendues. Et donc ce collectif-là, de 18 organisations soignantes qui s'élargit, elles étaient 13 il y a quelques mois, a décidé tout simplement de boycotter la réunion organisée au ministère par Agnès Firmin-Lebaudot. Donc les tensions sont importantes entre le monde soignant et le gouvernement sur ce sujet de la fin de vie, Clémence. Oui, et alors il y a quand même autre chose, une actualité, une autre. La chanteuse Françoise Hardy, qui elle est gravement malade, on le sait, elle a adressé dans l'autre sens une lettre au président de la République et lui demande d'accélérer la légalisation de l'aide active à mourir. Elle rappelle au passage que la majorité des Français y sont favorables. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un vrai débat et que la loi actuelle est peut-être insuffisante ? Alors, il y a un vrai débat sur le soulagement des souffrances. Et à nouveau, je reprends les termes de Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs. Ce qu'on entend, nous dit-elle dans le message de Françoise Hardy, c'est qu'elle souffre au point de vouloir en mourir. Elle doit être soulagée, quoi qu'il en coûte, même si cela doit raccourcir la vie. C'est ce que permet déjà la loi Leonetti de 2005, avec ce fameux double effet, c'est-à-dire qu'on soulage le patient au maximum, y compris si le double effet de ce soulagement, c'est de raccourcir la vie. Mais c'est très différent
de l'euthanasie ou du suicide assisté, puisque là, le patient décède de sa maladie et non pas du geste euthanasique. On peut quand même répondre quelque chose à ces personnalités, Madame Hardy, Lynn Renault, qui appartiennent quand même à des milieux extrêmement bourgeois, qu'on n'a pas beaucoup entendu sur la question de la liberté de choix des patients pendant la période Covid. De leur dire que si peut-être qu'à Saint-Germain-des-Prés on peut faire un choix libre sur la fin de vie, les études démontrent partout que ce sont à la fin des fins les plus précaires qui finissent par subir les pots cassés de ces lois sur l'euthanasie et le suicide assisté, les femmes seules, les personnes handicapées, les personnes avec un vécu d'abus sexuels par exemple. Et donc il y en a un petit peu assez, si vous voulez, Clémence, de ces petites bourgeoises télévisuelles qui viennent donner des leçons à la terre entière en méconnaissance de la loi existante, parce que ce sont les Français qui paieront l'édition à la fin. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, Rémi. Et alors, vous l'avez dit, on a touché le fond du fond. Quelles sont les prochaines étapes de ce projet de loi terrifiant ? Alors, a priori, il devrait y avoir une présentation en 2024, au Conseil des ministres, avant ou après les élections européennes. On peut s'attendre légitimement à ce que la contestation monte d'ici là. Les oppositions ont bien voté il y a quelques jours une motion de rejet contre le projet de loi immigration. Donc on imagine que pour l'organisation de l'assassinat pseudo-compassionnel par l'État, elles peuvent aussi se mobiliser. En tout cas, il le faut, c'est plus urgent que jamais. Je voudrais aussi, Clémence, puisque je suis à votre micro, en profiter pour répondre à Aurélien Rousseau, dont on a appris il y a quelques heures le ministre de la Santé, suite à l'adoption du projet de loi immigration. Vous savez que l'un des points d'achoppement et qui est sur le sujet fin de vie pour le coup, en charge du dossier fin de vie. Vous savez que l'un des points d'achoppement pour Aurélien Rousseau, c'était la promesse faite par le gouvernement à la droite de rediscuter l'aide médicale d'État. Mais Monsieur Rousseau, où étiez-vous lorsque le gouvernement organisait la séparation des Français, leur stigmatisation Eh bien, M. Rousseau se trouvait à la tête de l'Agence régionale de santé Île-de-France, à organiser l'apartheid sanitaire et à organiser les injections forcées. Donc, je le dis là, c'est mon petit coup de gueule du matin. M. Rousseau ne jouait pas à l'homme de conviction, ne jouait pas à l'homme de principe, ne jouait pas au chevalier blanc, car personne n'est dupe du crime contre la fraternité dont vous vous êtes rendu complice durant le Covid entre 2020 et 2023. Oui, l'homme de conviction peut-être, mais ça dépend quelle conviction, quoi. Merci encore, en tout cas, Rémi Tell, pour d'avoir sonné l'alerte sur ce sujet gravissime, et il est important qu'on l'entende, même si c'est pas toujours très joyeux. Merci Rémi, et merci à vous tous.